Violence conjugale, inceste, comment protéger les enfants? C'est le grand angle de ce vendredi 4 février. Notre invité est un homme qui a fait toute sa vie auprès des mineurs, juge des enfants pendant 17 ans. Il est une figure engagée et expert sur les questions de la protection de l'enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Il co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles envers les enfants. Édouard Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez une édition augmentée de ce livre, Protéger la mère, c'est protéger l'enfant, aux éditions Duno. Une nouvelle édition 9 ans plus tard. On va voir avec vous ce qui a changé en une décennie. Mais tout d'abord, je le disais, vous avez consacré votre carrière aux enfants. D'où vous vient cet instinct de protection? C'est difficile de répondre à cette question, mais je crois que c'est vrai. Ce métier de juge des enfants, c'est ma passion, au sens où c'est à la fois indissociablement ma joie et ma souffrance. Et dans ces tribunaux, j'ai vu des choses terribles, mais aussi des choses merveilleuses, parce que quand on se met à hauteur d'enfant, on se grandit. Dans votre livre, vous établissez ce postulat: un mari violent est un père dangereux. Est-ce que c'est systématique? Oui, il n'y a pas de petite violence conjugale. Il n'y a pas de violence conjugale qui ne génère pas la peur, la terreur, la confrontation à la mort dans la maison, alors que la maison doit être un lieu de sécurité. Et c'est pourquoi la question de la parentalité est cruciale. Là, quand vous parlez de violence, vous parlez aussi bien de violence physique que psychologique? Est-ce que c'est du même niveau? Vous le mettez au même Oui, bien sûr, niveau? vous avez raison de le souligner, madame. Les violences conjugales peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles, violences sexuelles devant les enfants parfois, économiques, administratives, l'isolement, la séquestration. Et comme le dit la psychologue Karen Sadlier, la violence psychologique est la colonne vertébrale de toutes les violences, à partir de laquelle toutes les autres formes de violence sont possibles. On va s'appuyer sur un témoignage concret. Nous sommes allés dans un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales financé par l'État. Reportage à l'Étincelle, il est signé Mévalo et Clément Aline. Elle veut témoigner, mais sous couvert d'anonymat. Pendant 20 ans, cette mère de famille nombreuse, que nous appellerons Sarah, a subi les violences psychologiques, physiques et sexuelles du père de ses enfants. Souvent, c'est quand ils étaient couchés. Les enfants, sans doute, entendaient. C'est-à-dire qu'ils entendaient sans doute les disputes, ils entendaient des choses, mais jamais ils ont dit qu'ils avaient entendu. Par contre, ils me disaient le matin, « Ça va, maman ?» Le mari de Sarah, un cadre à responsabilité dans une grande entreprise, ne veut pas de témoins. Mais il ne se cache pas pour la dénigrer, la discréditer. Devant eux, oui, il était capable de leur dire, par exemple, votre mère, c'est une feignasse, elle ne m'a pas foutu de travailler. Alors que quand j'allais travailler, j'abandonnais la famille. Au fil des années, la maltraitance s'accentue, se fait toujours plus violente. Un jour, Sarah craint pour sa vie. Il y avait 3 des enfants qui étaient présents. L'avant-dernier s'est caché sous son lit et le petit dernier a assisté à toute la scène sous la table de la cuisine. Et j'ai essayé de me réfugier dans la chambre de mon plus grand, qui s'est enfermé. Mais il n'a pas ouvert la porte, parce que je pense qu'il était terrorisé, en fait. Alors elle fuit le domicile, mais sans ses enfants, conçus lors de viols conjugaux. Sur les conseils d'un ami, elle se tourne vers l'Étincelle, centre d'accueil de jour des Yvelines pour les femmes victimes de violences, financé par l'État. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, très bien. Ici, on l'écoute et on la croit. Les enfants ne démentent pas leur mère, mais ne dénoncent pas leur père. Faute de preuves matérielles suffisantes, monsieur n'est pas reconnu coupable. Mais elle réussit à obtenir la garde, lui les a un week-end sur 2 et la moitié des vacances. C'est compliqué avant qu'ils partent, pour les petits. Il y a des cauchemars, ils viennent me voir, ils ont mal au ventre, ils me disent est-ce qu'on va revenir? Il y a toujours l'inquiétude en fait. L'Étincelle reçoit beaucoup de mères de famille qui ont quitté leur conjoint violent, qui conservent leur droit de visite. Le droit des victimes se confronte au droit de la parentalité, qui est très fort en France. On a de plus en plus de femmes qui nous disent que c'est le lieu médiatisé qui est pris en compte. Lors des visites médiatisées, les enfants voient leur père en présence d'un tiers, un professionnel. Mais ça ne suffit pas toujours. L'enfant a tellement eu peur en visite médiatisée qu'il a été rendu à sa mère alors qu'il avait fait sur lui. Il y a encore des progrès à faire. Les enfants de Sarah sont suivis psychologiquement, mais le sujet reste tabou.
Alors, ce qui est frappant, c'est que les enfants sont coincés entre leurs deux parents. Est-ce qu'ils sont face à un conflit de loyauté, en plus des violences qu'ils subissent? Quand les parents se séparent, les enfants, en effet, vous avez raison, peuvent être dans un conflit de loyauté. Dans les situations de violence conjugale, c'est autre chose. C'est ce que Karen Sadlier, dont j'ai déjà parlé, appelle un conflit de protection. L'enfant ne se dit pas « est-ce que j'ai le droit d'aimer papa et maman? Est-ce que j'ai le droit de dire à papa que j'aime maman ?» L'enfant se dit « qui dois-je protéger? Est-ce que je vais dans ma chambre pour me protéger, mais ma mère est en danger? Est-ce que je me mets entre mon père et ma mère et je me mets en danger? Est-ce que j'appelle la police? Mais mon père est en danger. Et c'est très grave dans le développement d'un enfant d'être confronté à des situations aussi traumatiques. Votre livre consacre une partie à ce que dit la loi, l'autre à ce que dit le juge. Vous positionnez-vous toujours du côté des femmes victimes et de leurs enfants, quitte à questionner le droit, les grands principes du droit? Oui, aucun principe du droit n'a été conçu pour générer l'impunité des agresseurs et pour générer une victimation secondaire d'une femme victime de violences conjugales ou des enfants. Ils ont été conçus pour protéger et pour permettre au fait que la maison doit être un lieu de sécurité. Or, il faut que nous interprétions et que nous mettions en œuvre nos principes d'une façon plus protectrice. C'est pourquoi dans ce livre, je propose aussi des changements dans la loi pour qu'elle soit plus impérative, qu'elle dicte mieux, comme c'est dit très bien dans votre reportage, qu'un mari violent est un père dangereux et qu'il faut protéger les enfants. Alors, on va voir que les mentalités peut-être sont en train de changer. Vous co-présidez la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. 160 000 enfants subissent des violences sexuelles. Il faut qu'on les trouve, dites-vous. Plus de 9 000 victimes ont témoigné depuis septembre. Elles sont des dizaines à chacune de vos réunions politiques, de vos réunions à travers la France. Est-ce que vous attendiez à cette vague de témoignages ? Étant magistrat depuis près de 20 ans, je ne peux pas dire que je suis complètement surpris. Cela dit, je suis surpris par deux choses. Cette vague était souterraine, elle émerge et la société prend conscience de l'ampleur de ces violences sexuelles. Et aussi surpris par l'extrême gravité de ces violences subies dans l'enfance et qui, par le psychotraumatisme, durent la vie entière. Vous savez, des personnes nous disent « j'ai l'impression de payer toute ma vie pour ce que j'ai subi ». On ne sort jamais de l'inceste, c'est ça que vous disent les victimes ? Elles disent une souffrance immense. Il existe des soins spécialisés en psychotrauma. La docteure Muriel Salmona, par exemple, le décrit de manière lumineuse. Karen Sadlier, que je cite à nouveau, Ernestine Renet, Emmanuel Piet et d'autres, disent bien que des soins spécialisés permettent aux personnes qui ont été victimes de reprendre leur vie en main pour ne plus être envahies par la présence en elles de l'agresseur qui est passé à l'acte. Dans la publication de son premier avis, la Commission propose 3 préconisations, notamment de suspendre l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite d'un parent poursuivi pour inceste. Selon votre premier bilan aussi, dans 9 cas sur 10, la victime avait déjà parlé de ce qui lui était arrivé. Alors qu'est-ce qui cloche, et dans la société et dans la loi? Comment vous voyez ça, vous, comme juge? Ce qui cloche, c'est que cette violence fait peur. Elle fait peur aussi à la société, elle fait peur aux professionnels et que face à la peur, il est beaucoup plus commode de dire que ça n'existe pas. C'est pourquoi nous avons rendu ce premier avis sur l'inceste parental, pour dire que lorsqu'un enfant révèle des violences, il doit être protégé immédiatement. Parce qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé perd confiance dans le monde des adultes. La suspension de l'autorité parentale, elle va de soi, elle ne s'oppose pas à la présomption d'innocence. Notre proposition vient dire, qui veut-on protéger? Si c'est l'enfant, il faut que l'enfant le sente immédiatement. Et est-ce que les autorités, le gouvernement, entend vos préconisations? Est-ce que vous avez cet espoir-là? Il vous reste encore 1 an de commission. Nous avons cet espoir et nous avons été entendus déjà, puisque l'une des 3 préconisations que nous avons formulées dans cet avis du 27 octobre 2021 a été reprise dans un décret du Premier ministre du 23 novembre 2021, donc dans un temps très court qui montre bien la crédibilité de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et cette préconisation qui existe désormais dans notre droit positif depuis le mois de février est la suivante. Dès lors qu'un parent fait l'objet d'une enquête pour inceste,
L'autre parent, la mère le plus souvent, ne peut pas être poursuivi pour non-représentation d'enfant. Parce qu'on ne peut pas faire une injonction paradoxale à ce parent protecteur, la mère le plus souvent, de dire vous devez protéger vos enfants, mais en même temps, vous devez respecter le droit de visite du parent qui est mis en cause. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'inceste devienne un crime imprescriptible, c'est-à-dire que les victimes puissent s'exprimer quand elles le peuvent, quand elles le souhaitent? C'est une question extrêmement importante à laquelle je ne vous donnerai pas de réponse ce soir parce que ça fait partie du travail long de la commission. Mais les victimes nous disent combien la souffrance qui est la leur est imprescriptible. Mais à l'inverse, on vous dit aussi que ça peut mettre en danger la paix sociale. Qu'est-ce que vous répondez? Je dis la paix de qui? Ce qui garantit la paix sociale, c'est l'application de la loi. Là est la garantie de la paix sociale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les humains ont créé la justice. L'enfant ne ment jamais? Alors oui, on peut dire, vous le dites d'une manière très rapide, mais on peut dire que l'enfant tout petit, qui révèle des violences et qui est entendu dans des conditions telles que nous les connaissons aujourd'hui dans les bonnes pratiques, la gendarmerie met en place un programme de formation des militaires au recueil de la parole de l'enfant absolument remarquable. Lorsque la parole de l'enfant est bien recueillie, on peut dire oui, elle est crédible. Le risque que nous courons n'est pas d'inventer des violences, mais de ne pas protéger les enfants victimes. Sur la présomption d'innocence, est-ce que ça peut poser un problème? Non, parce que la question à nouveau est qui voulons-nous protéger? La présomption d'innocence n'a pas été imaginée pour générer l'impunité des agresseurs. Aujourd'hui, nous savons que les violences sexuelles faites aux enfants sont extrêmement nombreuses, qu'elles sont sous-révélées et que 70% des plaintes sont classées sans suite. Il y a donc une très grande déperdition. Et on ne peut pas arguer d'un principe pour dire qu'il ne faut rien changer. Je vais terminer avec une question très concrète. Comment on peut détecter un cas d'inceste dans notre entourage? Quels sont les signaux auxquels on doit être attentif? Alors, la première chose, c'est ce que Ernestine Ronay, le collectif féministe contre le viol, appelle le repérage systématique. Organiser, notamment dans les écoles, des séances où on parle du corps, de la loi, de la violence. Et dans chacune de ces séances, des enfants vont révéler les violences qu'ils subissent ou que leurs camarades subissent. Ça, c'est la première chose. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Est-ce que parfois tu as peur à la maison? Qu'est-ce qui te fait peur? Une personne que nous recevions hier disait « Ce que j'ai toujours dans ma mémoire traumatique, c'est le bruit de la chaîne quand l'agresseur refermait la porte. » Vous voyez, des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a les signes. Oui, les signes de la souffrance de l'enfant. Merci beaucoup d'être venu parler de ces questions qui sont évidemment extrêmement sensibles. On aura l'occasion, j'espère, de vous recevoir à la publication du rapport de la commission. Je rappelle le titre, « Protéger la mère, c'est protéger l'enfant », le titre de votre livre, Édouard Durand. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci, madame.